Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro. Nous allons essentiellement parler de ces nouvelles attaques à Ogo-Sagou après les 160 morts de l'année dernière. Le village qui vient d'être encore attaqué, on parle de plus de 70 morts, voilà, et également des disparus. Nous allons en parler. On va également parler du retour des forces armées constituées à Kidal, et si le temps le permet, l'annonce de dialogue avec les djihadistes, annonce faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta depuis Addis Abeba. Des questions abordées par nos invités, Maître Cheikh Marconari, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Dr Anasser Agrissa, expertique et gouverneur, et en gouvernance, expertique et gouvernance, et Serge Daniel, journaliste, écrivain, Serge, avec lequel nous allons d'ailleurs rester par rapport au numéro de la lettre confidentielle Mali. Oui, justement, on parle d'Ogo Sagou. Ogo Sagou, c'est quand même l'information. J'ai eu un témoin direct qui parle entre les disparus, les morts. Il y a au moins 70 personnes qui sont mortes et disparues, ça c'est quand même important. Il y a un deuxième article sur le général Amadou Sanogo qui a été libéré. Qu'est-ce qu'il fait, à qui il a téléphoné, qui il va voir. Et puis un article qui n'est pas mal aussi sur un nouveau groupe qui s'est créé à Nampala. C'est un nouveau groupe terroriste d'après mes informations. C'est à lire dans la lettre confidentielle et non dans la tribune. Voilà, la tribune cette semaine, Alexis. Oui, si vous voyez la tribune, c'est vraiment spécialisé dans les scoops. Nous avons parlé de blanchiment et d'un grand réseau que la CENTIF a aidé à démanteler, mais nous continuons la prochaine sortie le mardi sur les noms et tout ce qu'il y a ensuite. Donc, Mali Tribune, c'est encore mieux. Voilà, Mali Tribune, cette semaine, je vous le disais à l'instant, après les 160 victimes de mars dernier, le village d'Ogo-Sagou qui saigne à nouveau, il vient d'enregistrer de nouvelles victimes, plus de 70 morts et disparus, un bilan qui évolue de jour en jour. Le mode opératoire est le même que celui de l'année dernière. Population civile sommairement exécutée et village incendié. Le reportage de nos confrères de la télévision malienne. C'est accompagné de la hiérarchie militaire, de l'amunissement, des autorités judiciaires et des collectivités régions que le chef de l'exécutif de la région de Mopti est arrivé ce samedi dans le village martyr d'Ogo-Sagou, sec de Bankas, victime d'une seconde attaque barbare en moins d'un an perpétrée par des individus armés non identifiés. C'était vendredi. Le bilan, il est lourd. 29 civils tués, dont 2 femmes, 20 portés disparus, des greniers brûlés, des animaux emportés. Nous sommes venus à Ogo-Sagou ce matin présenter nos condoléances au nom du président de la République, au nom de Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement, les condoléances les plus attristées aux familles des disparus suite à cette barbarie que Ogo-Sagou a encore vécue. Et aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. La rencontre avec la population a été l'occasion pour ses représentants de saluer cette visite, mais aussi de soulever des inquiétudes quant à leur sécurité. Vraiment très ravi par rapport à cette visite que le chef de l'exécutif régional et l'ensemble de sa délégation viennent donc d'effectuer. Nous donnons l'assurance aux autorités que nous resterons, mais qu'elles prennent toutes les dispositions pour renforcer la sécurité. Et les autorités administratives et militaires rassurent. Conformément aux directives du chef d'état-major régional des armées et à nos instructions, ces détachements restera et ils seront renforcés par l'amunissement pour apporter dans la sécurité à cette population ameurtrie par ce qui s'est passé et à la limite une hécatombe que nous vraiment nous ne souhaiterons pas voir ça, et pas au Ogo-Sagou seulement, mais sur tous les théâtres des opérations du Mali. Et au-delà de ça, je demande vraiment la collaboration et la participation de la population pour nous informer, nous renseigner, afin de mettre fin à des actions de ces gens. Notre objectif demeure de vivre ensemble dans une paix totale. On fera le tout pour que cette population puisse être sécurisée avec tous leurs biens. Avant de quitter le village, le chef de l'exécutif régional a remis un lot de kits d'hygiène, une enveloppe
et annoncé des camions de vivres déjà en route. Il est ensuite allé se recueillir sur la tombe des disparus. Voilà, on n'est pas dans un feuilleton, docteur Anasser Agrissa, sinon ça aurait été l'épisode 2 du feuilleton. Après les 160 morts de l'année dernière, aujourd'hui plus de 70 morts et disparus. Ogo Sagou 2, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment trop. C'est trop, c'est trop. Parce que 160, maintenant 70, c'est trop. Il faut vraiment que l'on fasse quelque chose. L'année dernière, on avait dit qu'on allait faire quelque chose, qu'on allait faire des enquêtes. Des enquêtes faites au niveau du procureur localement, à Mopti, faites à Bamako. L'aménagement en a fait. Donc il y a 3 types d'enquêtes qui ont été lancées. Mais quel est le résultat? Le résultat, c'est peut-être justement ça qui a fait qu'il y a une récidive. La question, c'est qui a récidivé? Le tableau semble être le même que l'année dernière. Donc ça veut dire que ceux qui ont fait le coup de l'année dernière, c'est peut-être les mêmes qui sont revenus cette année. Mais attention, peut-être que comme on a envie de lancer un dialogue avec les djihadistes, c'est peut-être des gens qui ne sont pas heureux que ce dialogue puisse prendre forme. Voilà. Mais de toute façon, l'année dernière, l'aménagement a pointé du doigt des acteurs locaux. Le gouvernement a pointé du doigt aussi les mêmes acteurs, une milice, la ministre Dana Amassagu. Elle s'est beaucoup révoltée en disant que ce n'est pas vrai. Mais moi, j'aimerais quand même maintenant qu'on s'assure de quelque chose. Est-ce que ces enquêtes sont vraiment précises? Il ne faut pas qu'on continue comme ça. Ce qu'on a fait l'année dernière, il ne faut pas qu'on continue. Cette fois-ci, il faut qu'il y ait des conclusions qui soient tirées et pour que plus jamais ça. Oui, Alexis Kalambé. Oui, souvent, on a l'impression de ne pas trop tirer les leçons de nos échecs, de ne pas capitaliser les douloureuses expériences que nous vivons ou que nous avons vécues. En fait, si vous voyez les attaques des populations civiles à chaque fois, en fait très souvent, soit il y a une relève qui n'est pas venue et ceux qui étaient là, bon, parce que le délai est passé, se sont repliés. En tout état de cause, ça arrive très souvent quand l'armée se déplace et se déplace en laissant la population sans protection. Donc, c'est difficile d'accepter ce qui s'est passé pour la deuxième fois dans le même village. J'espère qu'au moins pour cette fois-ci, on tirera les leçons pour que ça ne soit vraiment pas répétitif. Je présente mes condoléances aux familles des disparus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'une absence d'autorité de l'État et d'une absence de constance dans l'action. Tous les gouvernements qui se sont succédés ces derniers temps ont décidé de désarmer de manière générale les milices qui se trouvent au centre du Mali. Au jour d'aujourd'hui, aucune milice n'est désarmée. Il ne faut dès lors pas s'attendre à autre chose qu'à des massacres. La deuxième chose, c'est que j'ai parlé de manque d'autorité de l'État, mais aussi j'ai parlé de manque de constance dans l'action. C'est-à-dire que des forces armées avaient été déployées à Ogo Sagou, appuyées par l'aménagement, avait-on dit. Mais au moment où le massacre se perpétrait l'autre jour, l'armée était absente. Où était-elle partie? Sur ordre de qui? Quelles vont être les sanctions? Tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions-là, de nouveaux massacres vont se perpétrer à bref délai, qu'à Dieu ne plaise. Mais il faut regarder la réalité en face et sanctionner. Okay.
Moi, j'apprécie beaucoup le ton mesuré autour de ce plateau, parce que c'est quand même un deuil national, je dirais. On n'a pas encore le communiqué du gouvernement, on a eu des communiqués du gouvernement. Mais l'année dernière, lorsqu'il y avait eu la première attaque avec une centaine de morts, Alexis, j'étais à Ogo-Sagou. Tu te souviens très bien. Tu n'y étais pas. Le président de la République, j'étais là, avec les villageois, je me souviens, le président de la République, très fâché, a pris la parole. Il s'adressait à la hiérarchie militaire. Et il a dit, si ça se répète, je vais vous renvoyer tous. En fait, c'est son rôle de le dire. Est-ce qu'il fallait le dire comme ça publiquement? Bon, ça, c'est de sa responsabilité. Bis, répé. C'est pas normal. Donc, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné. J'ai eu un témoin direct de la scène. Et ce qui se dit, c'est que les forces de défense et de sécurité qui étaient présentes ce jour-là sont parties. C'est-à-dire, c'est après le départ des forces de sécurité et de défense que les assaillants sont venus. Les assaillants, des hommes armés qu'on ne peut pas formellement identifier pour le moment, on peut dire quand même que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est de la crédibilité même de notre État. C'est-à-dire que l'État n'est pas crédible désormais aux yeux des populations. Lorsque vous avez des forces de défense qui, dans des localités, partent parce qu'il n'y a pas de relève, parce qu'il n'y a pas là, elles sont fatiguées, elles ont des revendications ou pas, et il faut quand même que cela cesse. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que nous sommes en train de constater, de condamner cela, il y a un sentiment finalement d'impuissance. Et ça, c'est ça qui devient dangereux quand les citoyens ne croient plus en l'État. Oui, finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer. Vous faisiez allusion à l'attaque du 23 mars dernier. Effectivement, on avait peut-être voulu sortir les images. Des instructions avaient été données ce jour-là par le président de la République, Dr Anas Ragrissa, des instructions peut-être non respectées. Est-ce que Ogo-Sagou 2 n'est pas la résultante un peu des promesses non tenues, la résultante des instructions non observées, des observations du chef de l'État lui-même? Oui, bon, je crois qu'il faudrait quand même qu'on soit très regardant de ce qui s'est passé. Le chef de l'État avait dit des choses bien précises par rapport à la hiérarchie. Si l'armée n'était même pas présente... Parce qu'on avait promis que l'armée allait rester pour sécuriser ces populations-là. Ça avait été dit. Ça avait été dit, mais si donc l'armée était restée, peut-être que ce qui s'est passé ne se serait pas passé. Et comme je disais... Ça n'allait pas se passer. Voilà, vous laissez la langue de bois, ça. Excusez-moi, vous évitez de choisir les mots. Non, les assaillants sont arrivés, les assaillants sont arrivés lorsque l'armée est partie. Disons les choses clairement, il n'y a pas de gêne. Serge, c'est absolument ce que je viens de dire, et il l'a répété autrement, mais c'est absolument ce que je viens de dire. Si l'armée était là, ce qui s'est passé ne se serait pas passé. C'est ce que j'ai dit. Mais non, pourquoi l'armée est partie, c'est autre problème. Ok, d'accord, mais ce que je viens de dire, il a répété d'une certaine façon, mais c'est exactement la même chose que j'ai dit. Ok, bon, donc que l'on soit précis. L'armée est partie, le forfait a été fait. Et comme je disais tout à l'heure, moi je tiens toujours au fait que des enquêtes avaient été faites l'année dernière et l'aménagement est arrivé à un point où pratiquement il y avait agacement de la part de la ministre. Elle était agacée de voir qu'il y avait l'impunité parce qu'elle est arrivée à mettre sur le doigt donc sur des choses bien particulières, des gens bien particuliers, des acteurs bien particuliers, et elle demandait que l'on aille en profondeur. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Maouloud Agnajim, le procureur de Mopti? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait passer le dossier vers Sidiki de l'autre côté à Bamako, et on n'a rien vu. On a vu 61 personnes qui ont été emprisonnées en même temps qui ont été libérées, 4 condamnés, mais en fait, il est important qu'on sache ce qui s'est passé, parce que l'impunité, c'est ça qui fait la récidive. D'accord. Oui, il y a deux niveaux où on doit déplorer des choses. Il y a une stagnation dans la communication. Vous savez, pendant longtemps, on a déploré le fait que l'armée n'était pas dotée. Je pense que ce discours est révolu. Tout le monde est unanime pour dire que l'armée a au moins le minimum pour se battre. On a maintenant le problème, comme je le disais, à 2 niveaux. Premièrement, on n'a jamais vu de sanctions, c'est-à-dire il n'a jamais été dit que quelque chose s'est passé du fait de l'incurie de la hiérarchie.
et ensuite il n'a jamais été dit. Je ne suis pas en mesure de dire si c'est fait ou pas, mais il n'a jamais été dit que voilà, c'est arrivé du fait de l'incurie de quelqu'un dans la hiérarchie, et deuxièmement que quelqu'un a été sanctionné justement pour ne pas avoir joué son rôle. Vous savez, comme disait Sadassi, un chef est fait pour prendre les responsabilités et surtout les décisions les plus difficiles. Donc, je pense que la hiérarchie doit se remettre en cause. Le tout n'est pas de virer les gens, parce que à la limite, on a des hommes que nous avons. Si vous virez quelqu'un, celui que vous prenez n'est pas peut-être le meilleur. On est en une situation où on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs fers au feu. Et je pense qu'il faut prendre des mesures, il faut sanctionner les enquêtes, les trucs viennent, mais on doit documenter chaque attaque, qu'on ait gagné ou pas, qu'il y ait eu victime ou pas, qu'on soit capable de documenter chaque attaque, d'en tirer les leçons et de sanctionner quand il le faut. Oui, Maître Kourari, ça fait peut-être mal de le dire, de le reconnaître, mais on a l'impression que la région de Mopti n'est pas aussi stabilisée que cela, hein. Il y a des attaques sporadiques. Presque chaque semaine, il y a mort d'hommes. Ogo Sagou vient nous montrer aujourd'hui qu'elle n'est pas aussi sécure que cela. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le gouvernement? Est-ce qu'il n'a pas toujours la bonne lecture par rapport à la crise dans la région de Mopti? Moi, je ne suis pas Clausewitz, je ne suis pas Eisenhower. Mais mon bon sens me permet d'identifier une carence dans la planification stratégique de la guerre au centre. L'armée est en train d'agir sans aucune planification. Un peu comme des hommes politiques qui naviguent à vue. L'exemple de la guerre nous est donné par les animaux de la jungle. Quand les hyènes chassent, c'est en meute. Quand les lions chassent, c'est dans une certaine forme pour encercler les proies, etc. L'armée doit agir de même, avec un plan. Prenez par exemple 1000 soldats sur une armée de plusieurs dizaines de milliers. Et répartissez ces 1000 soldats en petits groupes de 10. Ça fait 100 groupes armés qui sont connectés entre eux par des moyens de communication, qui sont commandés par un QG donc bien installé au centre. Ces 100 groupes peuvent prendre toutes les routes du centre et aucun massacre ne peut être commis. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école de guerre pour imaginer un plan de ce genre. Alors, quel plan l'armée est en train de suivre? Aucun, à mon avis. Si elle suivait un plan, elle ne se serait pas retirée d'Ogo Sagou. Un village martyr, connu pour le massacre de 160 pauvres villageois l'an passé. Donc, il faut interpeller la hiérarchie, lui demander de planifier enfin la guerre au centre. D'ailleurs, ce n'est pas une guerre. C'est-à-dire que c'est des gens armés de fusils de chasse, de lance-pierres et autres là, qui mettent en échec toute une armée. Moi, je peux comprendre que l'armée ne cesse de reculer au nord, mais je ne peux jamais admettre que notre armée n'arrive pas à lutter contre des chasseurs. Sinon, quelle armée serait-elle? Okay. Il y a une capacité, pardon, vous voulez parler, je vous laisse la parole. Merci. Il y a une capacité d'anticipation que nous n'avons pas. Moi, j'ai eu accès à quelques rapports. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'époque à Sokolo, à Dioura. Le renseignement militaire et la sécurité d'État avaient prévenu les autorités, la hiérarchie, en disant attention, d'après nos informations, ce village sera attaqué. Donc on avait déjà les informations. À partir du moment où on a les informations, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, je pense qu'il y a une capacité d'anticipation que nous n'avons pas. Ensuite, lorsqu'on parle d'équipement, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons des hélicoptères. On fait des parades aériennes lorsque les hélicoptères arrivent, mais on ne les voit jamais en action. Si les hélicoptères étaient en action il n'y a pas longtemps dans une localité. Mais pourquoi il n'y a pas, je ne veux pas répéter ce que dit Maître Konaré,
parce que nous avons des points de vue que vous connaissez, mais je suis d'accord avec lui. Cette capacité d'anticipation, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas en face de nous des militaires. Nous avons, je dirais même pas des chasseurs. Nous avons des gens qui ont des lances, des gens qui viennent pour tuer et pour immédiatement repartir. Donc notre capacité de réaction doit consister à pouvoir être dissuasif. Tu fais de la dissuasion pour les empêcher d'attaquer les populations. C'est ça le véritable problème. Dans la même localité d'Ogo-Sagou, quand même, le président de la République était rendu l'année dernière, il a tenu des propos assez forts, et ça recommence. Donc, est-ce que, je vais aller plus loin, est-ce qu'il y a une politique de sabotage au sein de la Grande Muette? Il faut qu'on arrive aussi à se poser, de mon point de vue, cette question. D'accord, docteur, il n'y a jamais 203, on va souhaiter que le pire ne se produise pas, mais s'il y a eu Ogo Sagou 3, nous serions peut-être tous coupables. Pour qu'on n'en arrive pas là, il faut qu'on détermine, qu'on identifie qui a commis Ogo Sagou 2. Si on n'est pas parvenu à le faire lors de la première attaque, mais au moins il faut qu'on s'arrête pour dire qui a attaqué cette fois-ci Ogo Sagou et qu'est-ce qui peut être fait pour qu'une troisième attaque ne se produise pas. Il faut déjà qu'on sache qui a fait Ogo Sagou 1, qui a fait Ogo Sagou 2, pour que plus jamais qu'il y ait des Ogo Sagou, pour qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et vous savez, l'armée, en termes de système de communication, on doit avoir des systèmes qui puissent renseigner les différentes entités de l'armée qui sont en communication, en synergie avec nos partenaires. Cette synergie, j'ai écrit moi-même particulièrement pour demander est-ce que cette synergie existe vraiment? Est-ce que la synergie au sein même de l'armée, les systèmes de communication d'une entité à l'autre, est-ce que ça existe vraiment? Voilà, ce qui fait que si toutefois une entité, celle d'Ogo Sagou, part, mais normalement, au bout de 30 minutes, 15 minutes, une autre entité qui serait pas loin serait sur les lieux. Voilà, mais tout ça à condition que les systèmes soient interconnectés. Les systèmes de renseignement doivent être mis à profit. Il ne faut pas qu'il y ait un autre Ogo Sagou. Oui, alors, les juristes et les policiers disent toujours à qui profite le crime. Et quand on prend la situation actuelle du Mali, où la tendance est à la négociation, où la tendance est à aller, disons, à une réoccupation du territoire et de sorte que l'État soit présent et ait une préemption sur tout le territoire de manière à exercer la plénitude du pouvoir, je dirais qu'il faut d'abord analyser les forces en présence. Vous avez les djihadistes, vous avez les irrédentistes, vous avez les groupes d'autodéfense communautaire, et vous avez ces milices, et finalement vous avez des bandits. Chacun avec son agenda, avec sa vision et avec la recherche de ses intérêts personnels. Donc je pense que il y a beaucoup parmi ces groupes, soit qui ne sont pas consultés et jugés dignes d'être élus au dialogue et qui voudraient soit se faire entendre, soit qui pensent qu'il faut montrer les muscles pour prouver qu'on est incontournable. En tout état de cause, c'est vraiment dans cette direction qu'il faut prospecter. Oui, montrer les muscles. Nous ne sommes pas en train de faire le procès de l'armée. C'est pas ça l'objectif. Et Dieu se le sait ici, comment nous parlons un peu avant l'émission pour ne pas mettre l'huile sur le feu, etc. Mais il y a des gens quand même qui nous écoutent, qui se posent les mêmes questions. Vous savez que récemment, le président de la République, il y a eu un décret qui a été publié, où le président de la République a demandé aux forces de sécurité et de défense de réoccuper les zones abandonnées. Merci. Il y a eu ensuite une nouvelle politique de défense, c'est-à-dire plus offensive. Est-ce que cette politique est déjà mise en place? On peut se poser ce genre de questions. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure, je vous écoutais, Maître Konaré. Ce que vous disiez était tellement juste parce que je connais un peu la zone. Bandiagara, Koro, il n'y a pas 20 000 routes dans ces localités-là. Pourquoi il n'y a pas un dispositif, une stratégie claire, simple? On n'a pas besoin, excusez-moi de le dire, on n'a pas besoin de militaires pour faire cela. Moi, par exemple, vous avez un quartier. Vous savez, les forces de défense et de sécurité à l'époque de la Révolution dans un quartier. Quand quelqu'un arrivait dans
le quartier, on le savait automatiquement. On savait qu'il pouvait passer par tel endroit. Mais si nous, on le sait, il y a quand même une petite stratégie qu'il faut dégager pour sécuriser les populations. C'est pour ça, sans faire le procès de l'armée, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas à l'intérieur du dispositif des gens qui sont en train de foutre, permettez l'expression, la pagaille pour que les efforts qu'on est en train de faire n'aboutissent pas. Oui, Maître Konaré, il y a également un fait, un constat, il est amer, c'est que les milices, jusque-là, ne sont pas désarmées. Mais je l'ai rappelé. Mais pourquoi il y a cette carence dans la planification de la guerre? C'est parce que ceux qui sont chargés de cette guerre au centre n'ont pas les qualifications requises. Ce sont les moins gradés. Ce sont des lieutenants, des adjudants ou autres là qu'on envoie. Ceux qui ont fait l'école de guerre, Saint-Cyr et autres là, où sont-ils? Il faut qu'ils viennent planifier la guerre. Tant qu'ils ne viendront pas, je vous l'ai dit il y a un an, on aura beau dissoudre le gouvernement 20 fois, rien ne changera. Et il faut que ceux qui connaissent la guerre soient déployés sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, aucun militaire gradé ne doit rester à Bamako au moment où nous parlons. Oui, rapidement, la sécurité et la défense au Mali aujourd'hui constitue le premier poste budgétaire. C'est-à-dire l'argent du contribuable qui est dépensé est consacré d'abord à la défense et à la sécurité. Alors, donc si on fait cet effort, le gouvernement fait cet effort, il faut quand même que les choses puissent mieux fonctionner sur le terrain. Est-ce qu'il y a un détournement massif de cet argent-là? Est-ce que l'argent ne va pas directement aux forces de sécurité et de défense? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais avoir le matériel colossal, important qui débarque chaque semaine à Bamako, au Mali, on peut se dire quand même que le gouvernement fournit l'effort qu'il faut fournir pour mobiliser les ressources et acheter les équipements. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut poser la question. L'opération Maliko auquel Serge Daniel faisait allusion tout à l'heure est une opération avec deux segments bien précis. Les segments centre, justement, qui regroupent cette partie de Mopti, Tombouctou, voilà, et puis les segments est, de l'autre côté, vers Gao, Menaka. La partie est devait quand même, justement, avec cette structuration autour du Maliko, autour du commandement, quand même, avec des généraux, donc là, des officiers supérieurs, on aurait dû avoir quelque chose qui est beaucoup plus structuré maintenant. Mais ce qui manque, c'est, comme je l'ai toujours dit, ce front sécuritaire, unis, regroupant tout le monde, le Mali, ses partenaires, et qui permettent justement de garantir l'interconnectivité entre les différents éléments, que l'on puisse, dès qu'il y a un problème quelque part, savoir que justement comment le secourir avec le point le plus proche. Le maillage doit être fait au centre, en liaison avec le poste Maliko centre. Oui, Alexis, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter l'escalade? On l'a dit, c'est vrai, la région de Mopti n'a jamais été pacifiée. Il y a des victimes chaque jour ou chaque semaine. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ce ne soit pas l'escalade avec Ogo Sagou 2? Alors, pour moi, deux choses. Il faut vraiment redéployer suffisamment, mais ensuite, le problème dont se plaignent surtout les troupes sur le terrain, c'est la relève. Donc, il faut vraiment que la hiérarchie voit cet aspect-là, de sorte que celui qui fait son temps, qu'on puisse le relever à temps pour faire en sorte qu'il ne soit pas blasé, il ne perd pas de vigilance sur le terrain. Mais en tout état de cause, je pense que c'est fondamentalement de la responsabilité du ressort de la hiérarchie et il faut qu'on voit dans ce sens. Et il y a une chose que j'apprécie chez les Nigériens, mais qu'on n'a pas appliqué ici. Serge le disait tout de suite, on a énormément fait pour l'armée en termes matériels. Mais je pense que ça doit aller avec la sanction. Si vous voyez au Niger, en tout cas, régulièrement, ils ont des procès et ils sanctionnent, et c'est connu de la population. Donc, à la limite, ici, je ne sais pas si les gens sont sanctionnés, mais qu'on le fasse savoir de sorte qu'à la limite, ça peut permettre aux autres de savoir que ce n'est pas banal. Oui. Le problème de la relève est très important. C'est pourquoi? Parce qu'à Togéré,
Allez, je me tais. Ouais, allez. Je n'emporte. Non, je ne parle pas. Allez-y. Konaré, je vous en prie. Franchement, excusez-moi. Moi, c'est pour pallier au déficit éventuel d'effectifs. Moi, je suggère qu'on ait recours aux forces paramilitaires. Non. Je ne parle pas de milices. Je dis forces paramilitaires. Je veux parler, par exemple, de la police. Dans chaque carrefour de Bamako, les policiers s'entassent. Ils sont 10, souvent 20. Ils se cachent même derrière les poteaux pour que les gens soient en infraction, afin de les verbaliser. Mais ce serait une très bonne chose de déployer un gros effectif de policiers dans le centre. Pour chaque groupe armé, pour chaque groupe de militaires de 10, on peut, par exemple, incorporer 2 ou 3 policiers. La défense de la patrie, selon la Constitution, est un devoir pour chaque Malien. Et un devoir encore plus impérieux pour ceux qui ont fait la formation militaire de base. Et les policiers ont fait cette formation. Les eaux et forêts ont fait cette formation. S'il n'y a pas suffisamment de soldats pour assurer la relève, on doit les mettre en mission. Et ceux qui refuseraient seraient radiés des effectifs. C'est aussi simple que ça. Ok, docteur Agrissa. Il faut vraiment qu'on mette en œuvre une véritable guerre informationnelle. Il faut qu'on la mette en œuvre. C'est que les informations partout, qu'on utilise les citoyens qui sont, eux, au niveau des endroits où se passent les choses, qu'on les utilise et qu'on arrive donc, justement à mémoriser les informations partout, qu'on les corrèle et qu'on arrive ainsi à détecter là où il y a des problèmes. Il faut qu'on passe à cette guerre informationnelle. On ne peut pas continuer avec une guerre physique symétrique. Les terroristes, eux, ils jouent avec l'asymétrie. Ils ne sont pas là où on les cherche. Ils sont à l'intérieur de la population. Donc, seule une guerre informationnelle des renseignements basée sur l'intelligence collective, c'est-à-dire nous tous, nous sommes là, nous serons là pour aider les forces de défense, les forces vives, les forces partenaires, tous ensemble. Sinon, on ne pourra pas faire cette élection législative de façon sécurisée. Il nous faut la sécurité. Juste pour préciser un concept. Vous savez, les spécialistes ont pour habitude d'endormir les esprits avec des théories. Il n'y a jamais eu de guerre symétrique dans le monde. Depuis la guerre de Troie, où des chevaux ont été utilisés pour pénétrer dans la ville avec des soldats, aucune guerre n'est symétrique. L'ennemi a des stratégies, vous devez vous battre avec vos propres stratégies. Si vous n'avez pas de stratégie, vous crevez. Merci. Il nous faut une stratégie. Merci Maître Konaré, merci Docteur Agrissa. On va évoluer dans cette émission. En tout cas, 160 morts l'année dernière, plus de 70 aujourd'hui, c'est trop. Deuxième thème de ce débat du dimanche. Au moment même où se déroulait cette attaque, l'armée malienne reconstituée faisait son entrée à Kidal, partie de Gao le 10 février. Le bataillon est constitué de soldats de l'armée classique, de la CMA et de la plateforme. Docteur Agrissa, on en parlait depuis maintenant 2-3 semaines. Finalement, ça y est, elle est à Kidal, cette armée malienne reconstituée. Oui, je crois que c'est très important. Tous les Maliens doivent être heureux de voir cette armée arriver. Moi, j'ai dit heureux. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a travaillé depuis 2014 à travers un accord. Et là, on voit la partie très visible de cet accord. L'armée reconstituée est arrivée à Kidal. Et nous devons tous crier en disant que c'est très bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a gagné sur tous les fronts, mais on a déjà gagné sur ce point-là. On a mis d'accord les Maliens entre eux, parce qu'à un moment donné, il y avait Aguelhok, il y avait Tabankort, il y avait les mouvements armés qui ne s'entendaient pas entre eux. Aujourd'hui, on a formé une armée avec tout ce monde-là, les mouvements armés, l'armée classique, tout le monde y est. C'est la force de défense et sécurité reconstituée. Ils sont à Kidal. Il faut qu'on assure le reste, mais c'est déjà pas mal. Et à mon avis, tout à l'heure, on reviendra dessus. Il y a d'autres éléments que cette action a contribué à asseoir par rapport à nos partenaires. Donc, par rapport aux pays voisins, etc. On y reviendra tout à l'heure. Je crois que c'est important de signaler qu'il y a quelque chose de positif qui s'est
qui s'est réalisé. Alexis Calambri, ça fait un gros décalage avec l'actu dont on parlait par rapport à la région de Mopti. Il y avait depuis quelques années une fixation sur Kidal. On a l'impression qu'elle est en train d'être résolue, cette équation. Et l'armée entre aujourd'hui à Kidal, le centre s'embrase. Ce décalage, il ne faut pas insister dessus. Non, il n'y a pas de décalage. Tout se tient. C'est-à-dire on a une insécurité globalisée. Donc, et l'épicentre se déplace en fonction de la présence des forces de défense et de sécurité et la nature même du problème change de temps en temps en prenant des couleurs locales. Mais de façon globale, c'est un problème unique et homogène. Maintenant, qu'est-ce que l'apport de Kidal, disons, le retour de l'armée à Kidal va changer dans la nature? Pour moi, c'est un grand pas qu'il faut d'abord saluer. L'armée est arrivée à Kidal, l'armée nouvelle reconstituée. Ça donne une belle image parce qu'il y avait beaucoup de défis. On pensait que les soldats n'allaient pas accepter ceux qui revenaient. Ça s'est bien passé. Mais ensuite, cette présence va faire en sorte que il y aura un temps de friction certainement avec les populations qui avaient pris l'habitude de rester sans voir ces gens et à qui on avait même fait croire qu'il n'y aura plus d'armée malienne. Ce temps de friction passé, ça va être une occupation. Si on travaille à se faire accepter, il y aura l'occupation, la sécurisation et ça va descendre vers le sud de sorte que de plus en plus on pourra circonscrire, disons, ces groupes sans visage, mais ensuite pouvoir facilement les combattre puisque ainsi nous serons capables de leur couper les retraites. Parce que jusque-là, Kidal était en tout cas étiqueté comme le refuge. Maintenant, puisque si cela est coupé, ça va permettre de trouver facilement des solutions. Oui, maître, sur Kidal. Le symbole, je le reconnais assez fort. C'est peut-être un progrès dans l'application de l'accord d'Alger. Mais moi, à titre personnel, je ne crois ni à l'accord d'Alger, ni au symbole qui en découle, ni encore moins à une armée reconstituée. Et le pire que je crains, c'est que dans cette armée reconstituée, vous n'avez que 30% de soldats de l'armée régulière malienne. 70% de cette armée reconstituée sont composés donc de rebelles et assimilés. Alors, nous n'aurons donc pas avec nos 30% le contrôle de la ville de Kidal, à plus forte raison de la région de Kidal qui est une passoire pour tous les terroristes du Sahel. Et ce qui est encore pire, c'est que quand ces terroristes et autres vont traverser Kidal pour venir nous attaquer, nous n'aurons même plus le moyen de dénoncer les maîtres de Kidal parce qu'ils vont nous répliquer, mais votre armée est là. Votre armée est là. Donc je crains que la symbolique ne tue la bonne perception des réalités et ne donne un prétexte aux rebelles et à leurs alliés terroristes pour continuer à terroriser le Mali. Moi, il y avait beaucoup d'émotions que j'ai vu rentrer l'armée malienne. Le symbole est quand même fort. La première chose, c'est qu'on est en train de tourner la page de la visite mouvementée de Moussa Mara, du Premier ministre Moussa Mara à Kidal. On est en train de tourner cette pièce. Parce que c'est dans ce même camp qu'ils avaient été à l'époque attaqués. C'est quand même une image assez forte. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec Maître Konaré, et ça nous arrive souvent, comme d'habitude, même si on se tutoie. C'est que sur la répartition des forces qui sont sur le terrain, et là, c'est pas sympa de ta part, de dire que l'armée malienne n'a que 30%. Non, vous avez un tiers de groupes des militaires, vous avez un tiers de groupes armés pro-gouvernementaux, quand même,
qui ont, à un moment où les ex-rebelles contrôlaient une partie du territoire, ont pris les armes pour dire, nous sommes dans la République, nous combattons aux côtés de la République. Donc, si on veut calculer, on veut faire ce calcul-là, nous sommes quand même majoritaires sur le terrain. Donc on ne peut pas dire qu'il y a 30% seulement de militaires qui sont sur le terrain. L'image est forte. Mais on va voir, parce que maintenant, ils sont arrivés, grâce essentiellement à la mission de l'ONU au Mali. Donc la mission de l'ONU au Mali sert à quelque chose. La mission de l'ONU au Mali avait autant de soldats, de casques bleus sur le terrain entre Gao et Kidal que l'armée malienne reconstituée. Je suis plutôt, moi, optimiste. D'accord. On est en direct également sur Facebook et sur les pages Africa Télévision et les débats du dimanche. Il y a déjà des réactions. Monsieur Moussa Fofana qui demande est-ce qu'il faut envoyer l'armée à Kidal pour qu'elle soit cantonné. Docteur Agrissa, vous prenez la question? Oui, bon, est-ce que l'armée... Non, on n'envoie pas l'armée pour qu'elle soit cantonnée. L'armée ne doit pas être cantonnée. Cette armée-là part à Kidal pour sécuriser des endroits bien précis. Déjà, les gouverneurs, déjà l'endroit où elle est elle-même, la MINUSMA, autour de la ville et dans la région de Kidal. Donc, sécuriser la MINUSMA? Oui, elle va tourner, en partie, oui, bien sûr, parce que la MINUSMA, elle aussi, c'est pareil, elle est là pour c'est important, elle sécurise la ville, donc elle sécurise les alentours aussi de la MINUSMA. Ça, c'est très important quand même, parce qu'il y a une complémentarité en termes de sécurisation. Alexis. Oui, l'armée ne sera pas cantonnée. L'armée va vraiment, comme elle le fait dans toutes les zones de défense, et de prendre un territoire, d'organiser la sécurité et de faire en sorte que l'ordre y règne. Et on ne peut même pas dire encore, une fois sur place, que c'est une armée constituée de à partir du moment où c'est l'armée malienne appliquant la politique nationale de défense et de sécurité du Mali, justement la prochaine exercice de pouvoir oublier les appartenances antérieures pour ne considérer que l'armée malienne. Il y a deux phases. Il y a deux phases. L'armée est arrivée. La deuxième phase, ça va être les patrouilles, donc il faut attendre du matériel. Il n'y a pas encore le matériel. Moi, je dis, le texte, ça va être demain, ce lundi ou mardi. Ils vont saluer les couleurs. C'est une armée, dans un camp, on salue les couleurs. Est-ce qu'on va voir le drapeau national ? Ça va être encore une première. Donc, c'est une succession de symboles qui, de mon point de vue, doivent permettre le retour de l'armée. Si vous étiez à Kidal, si vous connaissez Kidal avant les événements, Kidal avant les événements, on ne voyait pas l'armée malienne partout. Non. Disons les choses telles qu'elles sont. Kidal avant les événements, tous les habitants de Kidal, y compris l'administration, allaient acheter, je parle sous votre contrôle, l'essence, on achetait l'essence du trafic chez quelqu'un. Okay. Les pâtes alimentaires viennent d'où de Kidal? De l'Algérie. Tout vient de l'Algérie quasiment. La seule chose qui vient du sud quasiment, c'est le charbon. Donc il faut tenir compte de cette donne-là et dire que c'est une bonne chose de voir l'armée retourner. Maintenant, quand on va voir le matériel, j'en aurais terminé, on va voir les patrouilles, des patrouilles avec l'armée nouvelle, l'armée reconstituée. Ce ne serait plus un tiers à la Konaré, un tiers à la Sanogo. Ce sera l'armée nationale en ce moment-là. Moi, je pose une question. Pas moi. Non, pas Serge, parce que je connais ta réponse. Ma question, c'est que il y a à peine 2 mois, la SEMA, c'est-à-dire le HCUA, c'est la composante terroriste de la SEMA, le MNLA, la composante séparatiste de la SEMA, ont célébré leurs anniversaires. Ils ont paradé à bord de plusieurs centaines de 4x4 armés de mitrailleuses. Est-ce que ces engins-là vont disparaître? Ou seront-ils gardés avec la venue de l'armée malienne dite reconstituée? Moi, ma boussole, mon test, contrairement à ce que Serge dit, ce n'est pas demain, non, c'est dans 3 mois. Si Dieu nous donne longue vie, dans 3 mois, on arrivera au 6 avril ou dans 2 mois, au 6 avril, date anniversaire de l'offensive du MNLA contre l'armée malienne en 2012. Une date qui est toujours fêtée à Kidal.
D'accord. On va voir si le MNLA va continuer à fêter. D'accord. Au nez et à la barbe de l'armée reconstituée. Ce sera un bon test le 6 avril. Hein, mais toujours un regard sur les réactions sur la page Facebook. Sodjoko Kodjo, certes vous avez parlé de matériel, il demande quelle est la qualité des blindés reçus. Hein. Ce n'est pas le thème de notre débat. C'est pas le thème de la qualité des blindés reçus. Voilà, c'est une enquête que je suis en train de mener. Ça c'est notre débat. On va lire les résultats dans la prochaine lettre confidentielle. Mais vas-y. Non, en fait, il y a beaucoup de supputations. L'armée a eu des blindés sur lesquels ils ont retourné une quinzaine sur une cinquantaine, avec seul comme motif que c'est des anciens modèles, les 15 là. Donc, il y a eu beaucoup de supputations, mais voici la réalité. Sur les 50 que l'armée a eu, les militaires ont retourné 15 avec l'argument que c'est des anciens modèles. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas blindés, quoi. C'est même pas c'est blindé, mais il dit le châssis en bas. Il dit le châssis en bas ne supporte pas certains engins explosifs. D'accord. Une question. Alexis qui devient un expert militaire. Une question. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, Makan Kone, qui a aussi publié cela. Docteur Anasser Agrissa, par rapport à l'accueil de cette armée à Kidal, il y a peut-être deux réactions. On a vu des jeunes manifester contre, mais ils ont été recadrés par le porte-parole de la SEMA, Moussa Agataer. On a également vu un élu, Agbibi, qui allait offrir un bœuf à l'armée à Kidal. Ces deux réactions. Je pense qu'il y a eu aussi la MINUSMA qui est allée rencontrer cette armée. Donc, je crois que c'est des éléments qui sont tous significatifs. Voilà, le fait que Moussa Gataer ait recadré les manifestants qui étaient là le vendredi. Qui était un indépendantiste. Voilà, qui est supposé... Celui-là même qui avait déclaré l'indépendance du MNLA. Bête Konaré, vous l'oubliez. Et qui est revenu même. Mais les choses évoluent. Il nous a dit qu'il est revenu et qu'il a changé. Bien sûr. Donc Moussa Gataer est parti recadrer ces gens, ces dizaines de personnes qui étaient devant le camp 1 et qui manifestaient. Et il est parti leur dire non, c'est fini, les temps ont changé. Et deuxièmement, Agbibi est parti les voir pour leur dire non, attention, vous êtes bien l'armée reconstituée et que toute la population de la région de Kidal vous supporte. Et que, pareil, Ahmed Nassour, qui est donc le patron MINUSMA dans la partie Est, les Tchadiens, est parti les voir, est parti voir le commandant, pour leur dire que bonne arrivée, nous sommes là à vos côtés pour avancer. Moi, je crois que ceci est une symbolique, parce que cette armée-là, ce n'est pas elle seulement qui doit être vue comme étant celle qui doit sécuriser cette zone. Il y a un ensemble de partenaires, il y a l'armée reconstituée, il faut que la synergie soit assez forte pour ne pas les laisser seuls. On dit qu'on va les laisser seuls pendant 3 mois pour les observer. Non, il ne faut pas les laisser seuls, parce que seuls, ils ne pourront pas tenir contre toute une horde de terroristes dont on ne connaît pas l'emplacement au niveau de Kidal ou dans la zone de Kidal. Donc il faut obligatoirement les renforcer par Barkhane, par la MINUSMA. Je suis un peu embêté de voir que Barkhane n'en l'a pas vu. Alexis Calabri, l'accueil était plutôt sympa, un bon accueil. On a vu une petite manif qui n'était pas contre. Vous parlez tout à l'heure d'un responsable de la SEMA qui est indépendantiste, qui a dit bonne arrivée à l'armée malienne. Il a été reçu il y a quelques semaines. Non, je parle de... Il a été reçu il n'y a pas longtemps par le président de la République. Il était très heureux de rencontrer le président de la République et de revenir au sein de la République. Donc je pense que les choses aussi avancent de ce point de vue. Et que c'est un accueil plutôt sympa qui a été réservé. On n'a pas vu des manifestations d'indépendantistes contre l'armée. En plus, la sécurité, vous qui parlez de la sécurité, la MINUSMA va renforcer la sécurité. Parce que les soldats tchadiens, les casques bleus tchadiens de la MINUSMA, d'après mes informations, vont renforcer la sécurité autour du camp. Pas les empêcher de sortir, mais de renforcer la sécurité pour que la deuxième respiration de l'opération se déroule, c'est-à-dire l'arrivée sur place du matériel lourd pour pouvoir faire des patrouilles un peu partout. Oui, on est en fin d'émission. Une dernière question, Alexis Calabri. Est-ce qu'on ne peut pas dire maintenant que les rôles sont clarifiés? Maintenant, soit vous êtes avec les forces armées maliennes reconstituées, où on est terroriste, on se met hors la loi et on se fait combattre. En tout cas, au niveau de Kidal. C'est l'avantage justement de l'arrivée de l'armée, de la nouvelle armée malienne à Kidal. Ça permet de clarifier les positions. Et
je pense que dans la région de Kidal, dans la ville de Kidal, ça a été compris par tous les acteurs qui, en face des manifestants, chacun est venu clarifier sa position. C'est très important et c'est réjouissant. C'est pas entre Serge et moi qui a été les derniers à Kidal, mais habituellement, on voit les manifestants plus que ça. Donc voilà, je pense que je suis le dernier à avoir été. Les manifestants là viennent d'où? C'est des marionnettes. Oui, il y avait quelques dizaines des marionnettes de la SEMA. Quelques dizaines de manifestants. Les mêmes qui ont accueilli il y avait des pancartes pour souhaiter bonne arrivée à l'armée malienne. Vous êtes de mauvaise foi. Je vais vous le montrer sur mon téléphone. Pourquoi est-ce que ces manifestants ont-ils été repris par Une dernière réaction sur Facebook, la réaction de M. Sidi Dambélé. L'armée malienne à Kidal, c'est une bonne chose. N'oubliez pas de parler de la crise scolaire. Les enseignants entameront une grève de 20 jours à partir de ce 17 février. Ça aussi, c'est notre thème. Et on a oublié les négociations, parce que c'était important. Mais faut-il négocier avec les djihadistes la semaine prochaine. Et il faut savoir là-dessus que le Premier ministre Django Sissoko va demain à Mopti pour une semaine au nom du représentant du chef de l'État. Ok, c'est donc la fin de ce débat du dimanche. 21h, nous allons poursuivre ce débat sur l'armée. La rediffusion d'une émission à l'occasion du 20 janvier avec Dr Omar Mariko, Shogel Maïga et Maître Muntaga Tal. Le regard du politique sur l'armée, son historique et puis ses perspectives à partir de 21h avec Robert Dissa. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Maître Chekmar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Dr Anasser Agrissa, expert TIC et gouvernance, Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci également à ceux qui ont réagi à travers les pages Facebook, Africa Télévision et le débat du dimanche. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.